J'étais venue chercher mon fiancé pour un dîner afin de discuter du transfert du lendemain, et j'ai surpris son assistante blottie dans ses bras. Il murmurait, « Demain, tout nous appartiendra. Ce soir, je dois encore jouer le rôle d'un mari parfait. » Cette nuit-là, j'ai disparu. Il m'a appelé, totalement paniqué. Je n'étais pas censé entendre ça. Le parking en béton derrière Fournier Solutions d'entreprise répercutait chaque son ce soir-là. Une portière de voiture a claqué quelque part au-dessus de moi. Des pneus ont brièvement crissé sur la rampe. Puis j'ai entendu la voix de Marc, basse, intime, le genre de voix qu'un homme n'utilise pas lors des réunions du personnel. Je me suis figé à côté de ma Peugeot argentée. Demain, tout nous appartiendra. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal compris. Je me suis glissé derrière un épais pilier en béton et j'ai regardé vers l'entrée des employés. Il était là, mon fiancé, et blotti dans ses bras se trouvait Brigitte Collin, son assistante. Son visage était enfoui contre sa poitrine. Sa main reposait sur son dos. Pas un câlin amical, loin de là. J'ai senti mon estomac tomber si fort que c'en était presque physique. Puis il a dit quelque chose qui m'a frappé encore plus durement. Ce soir, je dois encore jouer le rôle d'un mari parfait. Brigitte a ri doucement. Juste une nuit de plus. Mes doigts se sont resserrés sur mes clés de voiture. Pendant 3 ans, j'avais fait confiance à cet homme. 3 ans. Et d'une manière ou d'une autre, debout dans ce parking du centre-ville de Lyon un mardi soir, je me suis soudain sentie comme une parfaite étrangère regardant la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Je devrais probablement vous dire qui je suis. Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 58 ans. Je possède les fournitures de Bureau Dubois, une entreprise régionale que mon père a fondée dans les années 70. Nous fournissons du mobilier de bureau, des imprimantes, des produits en papier et du matériel aux écoles, aux collectivités locales et aux petites entreprises de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas glamour, mais ça m'a permis de bien vivre, de très bien vivre. Mon père a travaillé jusqu'à l'épuisement pour la créer. Quand il est décédé, j'ai pris la relève. Pendant près de 20 ans, l'entreprise a été tout mon univers. Puis, il y a 6 ans, j'ai rencontré Marc Fournier. Il était charmant, drôle, le genre d'homme qui se souvient des anniversaires et vous ouvre les portes. Après mon divorce, je ne cherchais pas une autre relation. Du moins, c'est ce que je disais à tout le monde. Puis Marc a continué à se montrer. Les cafés se sont transformés en dîners. Les dîners en week-end d'escapade. Et bientôt, je me suis surprise à imaginer ma retraite avec quelqu'un à mes côtés. Chose que je n'aurais jamais cru refaire. Le mariage était prévu pour octobre, dans 4 mois. Et demain matin, nous devions signer des documents faisant de lui un copropriétaire de l'entreprise. Mon entreprise, l'entreprise que mon père a bâtie, l'entreprise que j'ai passé des décennies à protéger. Je suis restée là, dans ce garage, à les écouter parler. Chaque instinct me disait d'aller les affronter, de crier, de jeter quelque chose, d'exiger des réponses. Au lieu de ça, je suis restée cachée. Peut-être parce qu'une partie de moi n'était pas prête à entendre le reste. Peut-être parce qu'une fois que quelque chose est confirmé, on ne peut pas le désapprendre. Brigitte s'est finalement éloignée de lui. Elle a regardé autour d'elle, nerveuse. Je suis toujours inquiète. Marc a souri. Détends-toi. Puis il l'a embrassée. Pas rapidement, pas accidentellement. Le genre de baiser qui vient avec la pratique. J'ai détourné le regard. Mes yeux me brûlaient soudainement. J'ai reculé discrètement vers ma voiture. Aucun d'eux ne m'a remarqué. Je suis montée, j'ai fermé la portière et je suis restée assise là. La radio passait une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman. Les gens rentraient chez eux. La ville continuait de bouger. Pendant ce temps, tout mon avenir venait de se fissurer en deux. Je ne me souviens pas du trajet pour rentrer chez moi, seulement que je me suis retrouvée d'une manière ou d'une autre dans mon allée. La lumière du Porsche s'était allumée automatiquement. Les paniers de fleurs suspendus avaient besoin d'être arrosés. Tout semblait normal, ce qui était insultant. À l'intérieur, je me suis versé un verre de vin.
Puis un autre. La télévision tournait en fond sonore. Je n'en ai pas regardé une seconde. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai fixé son nom. Je n'ai pas répondu. Un texto a suivi. En retard. Brigitte avait besoin d'aide pour préparer la présentation de demain. Je rentre bientôt. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Je me suis soudain demandé combien de mensonges j'avais déjà cru. 10 minutes plus tard, mon frère aîné Laurent a appelé. Laurent Dubois avait passé 30 ans comme inspecteur à la police nationale de Lyon avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait déceler des problèmes dans ma voix, c'était bien Laurent. Hélène? Oui. Ça va? C'est tout ce qu'il a fallu. J'ai commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques. Juste des larmes d'épuisement. Le genre qui vous surprend. 20 minutes plus tard, Laurent était assis à ma table de cuisine, buvant un café pendant que je lui racontais tout. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est frotté la mâchoire. Tu l'as confronté. J'ai secoué la tête. Non. Bien. Ça m'a surprise. Bien. Hélène, si demain implique des documents juridiques et des transferts de propriété, tu ne lui donnes pas d'avertissement. Je l'ai regardé fixement. L'inspecteur était toujours là, à la retraite, mais toujours au travail. Tu penses que c'était planifié? Son expression disait tout. Je pense que tu dois le découvrir. Les mots ont pesé lourdement entre nous. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons tout examiné. Les documents de transfert, la prochaine réunion des investisseurs, l'implication croissante de Marc dans les finances de l'entreprise. Des petits détails que j'avais ignorés. Des choses qui semblaient soudainement différentes. Vers minuit, Laurent s'est levé. Tu as besoin d'une avocate dès demain matin. Peut-être que je surréagis. Il m'a regardé droit dans les yeux. Hélène. C'était tout. Juste mon nom, mais j'ai compris. Il ne parlait pas en tant que mon frère. Il parlait en tant que quelqu'un qui avait passé des décennies à regarder les gens ignorer des signes de danger évidents. Après son départ, j'ai erré dans la maison. La photo de fiançailles encadrée sur le mur du couloir. Les faire-part de mariage empilés proprement dans mon bureau. Les brochures de vacances que nous avions collectées. Chaque objet semblait soudain faux. À 1h30 du matin, Marc est finalement rentré. J'ai entendu son camion, ses pas, la porte d'entrée. Je suis restée à l'étage, la porte de la chambre verrouillée. Mon téléphone a vibré. Un texto. Tout va bien? Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre message. Je t'aime. J'ai fixé l'écran. Puis je l'ai éteint. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Pas la vengeance. Pas encore. La survie. J'ai fait une valise. Un jean, des pulls, des médicaments, un ordinateur portable, des documents importants, juste assez pour quelques jours. Le ciel commençait à s'éclaircir quand j'ai descendu la valise. Marc dormait dans la chambre d'amis. Apparemment, après avoir trouvé la porte de la chambre verrouillée, il n'avait pas insisté. Un instant, je suis restée là à le regarder, l'homme que j'avais failli épouser, l'homme que je reconnaissais à peine. Puis je suis sortie silencieusement par la porte d'entrée, j'ai démarré ma voiture et j'ai disparu avant le lever du soleil. La première chose que j'ai remarquée en quittant Lyon, c'est à quel point tout semblait ordinaire. Le soleil s'est levé, la circulation a repris, les gens se sont arrêtés pour un café. Personne ne savait que ma vie venait d'exploser. J'ai roulé vers le sud sur l'autoroute A7 sans destination précise. Pendant près de 2 heures, j'ai continué. Plus je m'éloignais de chez moi, plus il devenait facile de respirer. Pas beaucoup plus facile, juste assez. Vers 7h30 ce matin-là, je me suis arrêtée dans un hôtel Ibis Style à Grenoble. Ce n'était pas luxueux. C'est exactement pourquoi je l'avais choisi.
Pas de souvenir, pas de lien, aucune chance de tomber sur quelqu'un que je connaissais. La femme à la réception a souri poliment. Vous vous enregistrez? Oui. Affaire ou plaisir? J'ai failli rire. Ni l'un ni l'autre, mais j'ai simplement hoché la tête et pris la clé de la chambre. Chambre 214, deuxième étage, avec vue sur un parking et un quick. J'ai porté ma valise à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Silence. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Pas d'employé, pas de client, pas de fiancé, juste moi. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Marc. J'ai fixé l'écran. J'ai laissé sonner. 30 secondes plus tard, il a sonné à nouveau, puis encore, et encore. À 10 heures ce matin-là, il avait appelé 14 fois. J'ai finalement mis le téléphone en mode silencieux. Une partie de moi voulait répondre. Une partie de moi voulait l'entendre s'expliquer. Une autre partie savait déjà qu'aucune explication ne valait la peine d'être entendue. À 11 heures, j'ai appelé Sandrine Valois. Sandrine était l'avocate de l'entreprise depuis près de 15 ans. Elle avait 62 ans, était aussi tranchante qu'une lame de rasoir et n'était impressionnée par personne, y compris moi. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Hélène, j'ai besoin d'aide. Quelque chose dans ma voix l'a fait taire. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Où es-tu? Grenoble. Bien. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Bien. Reste là. Son ton m'a instantanément rappelé pourquoi les entreprises l'engageaient. Je veux tous les documents de transfert par email immédiatement. D'accord. Chaque version. D'accord. Et Hélène? Oui. Ne signe rien. J'ai fermé les yeux. Je ne comptais pas le faire. Bien. Pour la première fois de la journée, je me suis sentie un peu moins seule. Sandrine s'est mise au travail. Pendant ce temps, j'étais assise dans cette chambre d'hôtel, à regarder par la fenêtre. Vers midi, mon estomac m'a finalement rappelé que je n'avais pas mangé. J'ai traversé le parking pour aller dans un bistrot local. La serveuse m'a installée près d'une fenêtre. Des familles déjeunaient. Des couples de retraités discutaient autour d'un café. La vie continuait. J'ai commandé des crêpes. Et c'est là que j'ai fait l'erreur de consulter ma messagerie vocale. Le premier message était de Marc. Hélène, où es-tu? Appelle-moi. Le deuxième semblait plus inquiet. Hélène, ce n'est pas drôle. Le troisième semblait effrayé. Au sixième message, il hurlait presque. Personne ne t'a vu. Ton téléphone est éteint. Appelle-moi tout de suite. Je suis restée assise là, à manger des crêpes tout en écoutant l'homme qui avait passé la soirée précédente à embrasser une autre femme paniquée parce qu'il ne me trouvait pas. Il y avait quelque chose de sombrement amusant là-dedans. Pas assez drôle pour me faire sourire, mais presque. Puis est arrivé le message numéro 9. Et soudain, j'ai ri. Un vrai rire. Hélène, j'ai déjà appelé les hôpitaux. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Les hôpitaux. L'homme pensait que j'aurais pu être blessée. Pendant ce temps, j'étais assise à 1 mètre d'un étalage de bouteilles de sirop d'érable, en train de décider si je devais commander du bacon. Un couple de personnes âgées à la table voisine a jeté un coup d'œil. Je me suis excusée. Ils ont souri poliment. Si seulement ils savaient. De retour à l'hôtel, Sandrine a appelé. J'ai examiné l'accord de transfert. Sa voix était inhabituellement sérieuse. Mon estomac s'est noué. Et Hélène, quand as-tu lu la version finale pour la dernière fois? J'ai réfléchi un instant. Il y a quelques mois. Pas la dernière version. Non. Silence. Puis elle a soupiré. C'est un problème. Je me suis redressée. Quel genre de problème? La version prévue pour demain est significativement différente.
Chaque nerf de mon corps s'est soudainement réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marc obtient une autorité immédiate sur plusieurs comptes de l'entreprise. J'ai eu froid. Quoi? Pas à terme. La voix de Sandrine s'est durcie. Immédiatement. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. Le parking en contrebas est devenu légèrement flou. Je n'ai pas approuvé ça. Non, en effet. Mes mains ont commencé à trembler. Pendant des décennies, j'avais géré des contrats, des fournisseurs, des négociations. Je n'étais pas négligente. Je n'étais pas naïve. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais fait assez confiance à Marc pour arrêter de vérifier. Et maintenant, je me sentais embarrassée. Non pas parce que j'avais été trompée, mais parce que j'avais contribué à rendre cela possible. Sandrine a continué. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en avait. Il y en a toujours. Elle a ignoré mon commentaire. J'ai fait quelques recherches ce matin. Mon pouce est accéléré. Quel genre de recherche? L'assistante. Brigitte. Oui. Sandrine a fait une pause. Elle a récemment enregistré une société. J'ai froncé les sourcils. Et alors? Hélène, la société n'a ni produit, ni employé, ni activité commerciale visible. J'ai tout de suite compris, ou du moins en partie. Une société écran? Exactement. Je me suis laissé tomber sur une chaise. La pièce semblait soudain plus petite. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me pesait sur la poitrine depuis le matin. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Sandrine a répondu immédiatement. Parce que tu faisais confiance à quelqu'un que tu aimais. J'ai baissé les yeux sur ma bague de fiançailles. Un diamant magnifique. Cher. Sans signification. Je me sens stupide. Non. Sa voix s'est adoucie. Tu te sens trahi. Il y avait une différence. Une différence très importante. Mais à ce moment-là, ça ne semblait pas en être une. Cet après-midi s'est étiré à l'infini. Je me suis promenée dans Grenoble, devant des librairies, des cafés, des familles poussant des poussettes. Je n'arrêtais pas d'imaginer différents avenirs. Certains se terminaient par la vente de l'entreprise. D'autres par ma retraite. D'autres encore par le simple fait de tout quitter. J'étais fatiguée. Vraiment fatiguée. Pas physiquement, émotionnellement. À 58 ans, recommencer à zéro n'était pas vraiment attrayant. Les gens aiment dire que l'âge n'est qu'un chiffre. En général, ces gens ont 40 ans. La vérité, c'est que reconstruire une vie demande de l'énergie, et l'énergie devient précieuse. En début de soirée, mon téléphone contenait 31 appels manqués. La plupart provenaient de Marc. Quelques-uns d'amis communs. Puis un est arrivé de ma belle-sœur. Hélène, appelle-nous. Marc dit qu'il est mort d'inquiétude. Mort d'inquiétude. L'expression m'a irrité plus qu'elle n'aurait dû. Vers 18h30, Sandrine a de nouveau appelé. Cette fois, sa voix portait quelque chose de nouveau. De l'excitation. Hélène, quoi encore? J'ai trouvé le programme de l'événement de demain. Mon cœur s'est serré. D'accord. Marc ne traite pas cela comme une simple signature de transfert. J'ai attendu. Puis elle a annoncé la nouvelle. Il y aura des investisseurs présents. Je me suis redressée. Quoi? Des investisseurs, des chefs d'entreprise locaux, des représentants de banques. J'ai fixé le mur. Lentement, une image a commencé à se former, une image plus grande. Marc ne se préparait pas à une réunion juridique de routine. Il se préparait à quelque chose de public, quelque chose d'important, quelque chose qui le ferait paraître très bien. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon, une idée a commencé à germer. Le lendemain matin, je n'étais plus seulement en colère. J'étais réveillée d'une manière différente. Pas le genre de réveil que vous procure le café.
Le genre que vous obtenez quand quelque chose s'emboîte enfin et que vous réalisez que l'histoire que vous viviez n'est pas la version complète. Sandrine m'a appelé à 7h10. J'ai besoin que tu t'assoies, a-t-elle dit. Je suis déjà assise. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'étais debout près de la fenêtre de l'hôtel à Grenoble, regardant un camion de livraison faire marche arrière sur le parking du bistrot, mais je me suis assise quand même. Dis-moi, ai-je dit. Il y a eu une pause au bout du fil. Puis elle a dit, tu ne possèdes pas l'entreprise seule. Cela a rapidement attiré mon attention. De quoi parles-tu? Je suis remontée plus loin dans les archives hier soir. Sandrine était toujours comme ça, voix calme, mots choisis, jamais pressée sauf si quelque chose était grave. Et il y a une participation de 20% attribuée il y a des années. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas possible. Je le saurais. Tu aurais dû, dit-elle doucement. Mais cela a été structuré par un accord de partenariat silencieux. Très démodé, très légal. J'ai pressé ma main contre mon front. Qui? Une autre pause. Puis Gauthier Bernard. Pendant une seconde, j'ai juste répété le nom à voix haute. Gauthier Bernard, l'ami de mon père. Oui, cette partie m'a touché différemment. Gauthier avait connu mon père avant même que je comprenne ce que signifiait le mot entreprise. C'était le genre d'homme qui venait au barbecue, réparait les clôtures cassées sans qu'on le lui demande et ne voulait jamais être crédité pour quoi que ce soit. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Pas depuis les funérailles de mon père. Il est toujours en vie? Ai-je demandé. Oui, et toujours légalement lié à ton entreprise. J'ai marché lentement jusqu'au lit et je me suis assise. Le matelas a à peine fait un bruit. Et Marc ne le sait pas. Non, a dit Sandrine, et d'après ce que je vois, c'est important. J'ai compris ce qu'elle voulait dire sans qu'elle le dise directement. Marc pensait que demain était son moment, mais il n'avait pas la carte complète. Cet après-midi-là, je suis allée dans un petit restaurant en dehors de Grenoble pour rencontrer Sandrine en personne. C'était le genre d'endroit où le café est toujours trop fort et où les serveuses appellent tout le monde chérie. Sandrine s'est glissée dans la banquette en face de moi et a ouvert son dossier comme si elle s'apprêtait à plaider une affaire au tribunal. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce que nous savons. Elle a tout exposé lentement. Les documents de transfert révisés n'étaient pas seulement une erreur ou une mauvaise négociation. Ils étaient structurés pour transférer le contrôle opérationnel avant que la pleine propriété ne change officiellement de main. En clair, Marc se positionnait pour tout diriger immédiatement. Pas plus tard. Immédiatement. Mon estomac s'est de nouveau noué. Et Brigitte? Ai-je demandé. Sandrine a tapoté une page. Des paiements remontant à 14 mois. Frais de conseil, stratégie marketing, développement de produits. J'ai presque ri. Brigitte ne connaît rien au développement de produits. Je sais, a dit Sandrine. C'était ça le problème. Nous le savions toutes les deux. J'ai baissé les yeux sur la table. Le grain du bois portait les rayures de années d'utilisation. De vraies rayures. Une vraie histoire. Tout dans cet endroit semblait plus honnête que ce qui se passait dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Sandrine a fermé le dossier. On n'annule pas demain. J'ai levé les yeux. On n'annule pas? Non, a-t-elle dit. On y va. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle s'est légèrement penchée en avant. Si Marc pense qu'il entre dans une célébration, laissons-le faire. Il y avait quelque chose dans son ton maintenant. Pas de la colère, de la stratégie. Et ensuite? Ai-je demandé. Et ensuite, nous nous assurons qu'il ne ressorte pas de la même manière qu'il est entré. Plus tard dans la journée, quelque chose d'autre est arrivé. Je ne m'y attendais pas. Un message vocal de Gauthier Bernard. Sa voix était plus vieille que dans mes souvenirs. Plus lente, mais toujours stable. Hélène, a-t-il dit, j'ai entendu dire que tu avais peut-être besoin de parler. C'est tout. Pas de drame,
Pas de question, juste une invitation. Je l'ai rappelé dans les 5 minutes. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un petit café à Annecy, au nord de Lyon. Quand je suis entrée, je l'ai reconnu immédiatement. 81 ans, le dos droit, les mêmes yeux calmes que je me souvenais de mon enfance. Il s'est levé quand il m'a vu. « Hélène Dubois », a-t-il dit. « Gauthier », ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a légèrement souri. « Tu ressembles à ton père quand il était sur le point de renvoyer quelqu'un. » Malgré tout, j'ai failli rire. Nous nous sommes assis. Gauthier a commandé un café noir, sans sucre, sans crème. Bien sûr. Je lui ai tout raconté. Pas seulement la trahison, mais la peur, la confusion, la honte que je n'avais avouée à personne d'autre. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise. « Ton père t'aurait dit quelque chose en ce moment », a-t-il dit. « Quoi donc ?» Gauthier a pris une gorgée de café. La confiance se gagne, mais les papiers ne se soucient pas des sentiments. Ça a piqué parce que c'était vrai. Puis il a glissé un document plié sur la table. Je l'ai ouvert. Mon souffle s'est coupé. Il confirmait tout ce que Sandrine avait dit. Gauthier Bernard était un propriétaire légitime de 20%. Mais plus important encore, son approbation était requise pour certains changements structurels impliquant des transferts de contrôle. Marc ne le savait pas. Et demain, devant les investisseurs, les banquiers et la moitié de la société d'affaires de Lyon, ce détail aurait beaucoup d'importance. « Tu vas venir ?» lui ai-je demandé. Gauthier a hoché la tête. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Il y avait quelque chose de presque calme chez lui, comme si rien de tout cela ne le surprenait. Avant de partir, il a dit une dernière chose. « Hélène. » « Oui. Tu ne vas rien gâcher demain. » J'ai attendu. Il a déjà fait cette partie lui-même. Cette nuit-là, je suis retournée à l'hôtel et je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Marc, à Brigitte, à la façon dont il avait dit « Demain, tout nous appartiendra ». Il avait l'air si certain. Les gens n'ont l'air comme ça que lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Mais maintenant, pour la première fois, je n'étais plus si sûre qu'il l'avait fait. La salle de bal de l'hôtel Mercure au centre-ville de Lyon a toujours semblé trop lumineuse, trop polie, comme un endroit conçu pour donner aux affaires ordinaires une apparence plus importante qu'elles ne le sont réellement. Ce matin-là, elle était remplie exactement du genre de personnes que Marc voulait impressionner. Des cadres de banque en costume sur mesure, des investisseurs locaux tenant des tasses à café comme si elles leur appartenaient. Quelques clients de longue date que j'ai reconnus immédiatement, des hommes qui avaient connu mon père, des hommes qui s'attendaient à ce que je sois assise à cette table d'honneur. Au lieu de cela, je me tenais dehors dans le couloir, à regarder, à attendre. Sandrine se tenait à côté de moi, faisant défiler des documents sur sa tablette. « Prête ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit honnêtement. Elle a hoché la tête. « Bien. Ça veut dire que tu es attentive. » Ça m'a presque fait sourire. Presque. À l'intérieur, je pouvais voir Marc se déplacer dans la pièce comme s'il en était déjà propriétaire. Confiant. Détendu. Brigitte était assise près du devant, vêtue d'une robe de couleur crème et d'un sourire qui semblait soigneusement étudié. Tout dans la scène avait été répété. Je pouvais le sentir. Un membre du personnel est monté sur la petite estrade. Avant de commencer la cérémonie de transfert formel. C'est alors que Sandrine s'est légèrement penchée. « Maintenant », a-t-elle dit. Nous sommes entrés. La salle ne nous a pas remarqués au début. Puis quelqu'un l'a fait. Un banquier du Crédit Agricole a tourné la tête. Puis un autre. Et soudain, toute la première rangée s'est agitée. Marc m'a vu. J'ai observé le moment exact où sa confiance s'est fissurée. Ce n'était pas dramatique au début, juste une pause dans son expression, un vacillement. Puis il a souri comme si de rien n'était. « Hélène », a-t-il dit en s'avançant vers moi. « Je suis content que tu sois là. »
Cette seule phrase m'a tout dit. Il pensait que j'étais encore un problème à gérer. Pas une menace. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la salle à la place. Tous ces gens, tous ici pour quelque chose qu'ils croyaient légitime. Je pense que nous devrions faire une pause, ai-je dit calmement. Quelques rires nerveux sont venus du public. Marc a ri légèrement. Pas besoin de ça. Nous sommes sur le point de finaliser. En fait, ai-je interrompu, si. La salle s'est tue. Sandrine a ouvert son dossier. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans un tel contexte. J'ai arrêté de m'expliquer et j'ai commencé à montrer des faits. D'abord, les documents de transfert révisés, des copies imprimées, des sections surlignées, les lignes de signature de Marc, les clauses qui transféraient le contrôle opérationnel immédiatement. Quelques personnes se sont penchées en avant. Les banquiers reconnaissent toujours le risque juridique plus rapidement que l'émotion. Puis j'ai continué, la société de conseil de Brigitte, les paiements, le calendrier, l'absence de travail réel derrière. C'est là que j'ai vu le sourire de Brigitte s'estomper. Juste légèrement, pas disparu, mais fissuré. Marc s'est avancé. C'est un malentendu, a-t-il dit rapidement. Hélène a été sous pression, n'est-ce pas? Juste ce mot. Il s'est arrêté. Parce que je n'élevais pas la voix, et cela importait plus que tout. Sandrine a alors pris la parole pour la première fois. Avant que cela ne continue, une clarification de la propriété est requise. Elle s'est tournée vers Gauthier qui était assis tranquillement au fond. Il s'est levé et l'atmosphère de la pièce a changé. Pas émotionnellement, structurellement. Les gens perçoivent l'âge différemment dans les milieux d'affaires, non pas comme une faiblesse, mais comme une autorité acquise au fil du temps. Gauthier s'est avancé lentement et a posé un document sur la table. Je détiens une participation de 20%, a-t-il dit. Silence. Marc a cligné des yeux. C'est impossible, a-t-il dit. Gauthier l'a regardé calmement. Mon garçon, a-t-il répondu, c'est très possible. Ce mot « mon garçon » a atterri plus durement que toute autre chose dans la pièce. Quelques investisseurs ont échangé des regards. Maintenant, ils prêtaient attention d'une manière différente. Pas de la curiosité, de l'inquiétude. Sandrine est intervenue à nouveau. Tout changement structurel nécessite le consentement de toutes les parties contrôlantes. Elle a regardé Marc directement. Cela inclut Monsieur Bernard. Pour la première fois, Marc n'avait pas de réponse prête. Brigitte lui a chuchoté quelque chose. Il n'a pas répondu. Puis l'un des banquiers a pris la parole. Y a-t-il des anomalies financières dont nous devrions être conscients? C'est tout ce qu'il a fallu. Une fois que cette question est dans la pièce, elle ne la quitte jamais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement placé la dernière série de documents sur la table. Email, révision de transfert, registre de paiement, un calendrier clair que n'importe qui pouvait suivre. La salle est devenue silencieuse de cette manière lourde qui n'arrive que lorsque les gens commencent à tout recalculer ce qu'ils pensaient savoir. Marc a regardé autour de lui comme s'il cherchait du soutien. Mais le soutien n'existe que lorsque la confiance est intacte. Et la confiance venait de se briser. Brigitte s'est levée soudainement. C'était son plan, a-t-elle dit en désignant Marc. Cela m'a même surprise. Marc s'est tourné brusquement vers elle. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix s'est élevée. Tu m'as dit que c'était garanti. Maintenant, la salle a de nouveau basculé. Pas vers moi. Pas vers lui. Loin d'eux deux. Un homme au fond s'est levé et est sorti tranquillement, puis un autre. C'est alors que Marc a essayé de se reprendre. Tout cela est exagéré, mais personne n'écoutait plus. Pas vraiment. Sandrine s'est légèrement penchée vers moi. Laisse faire. Alors, je l'ai fait. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas insisté. Je suis juste restée là pendant que la situation s'effondrait sous son propre poids. Finalement, la sécurité a été appelée. Pas pour moi. Pour eux.
Alors que Marc était escorté dehors, il m'a regardé. Pas en colère. Pas encore. Confus. C'était pire. Parce que la confusion signifie que l'histoire que vous croyez sur vous-même vient de cesser d'avoir un sens. Brigitte a suivi derrière lui, toujours en train de se disputer. Les portes se sont fermées et la salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis quelqu'un s'est raclé la gorge. L'instinct des affaires est revenu lentement. Mais quelque chose avait changé de façon permanente. Après la réunion, les gens ne m'ont pas approché comme une victime. Ils m'ont approché comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore tout à fait. En sortant, Sandrine a enfin expiré. Tu as géré ça mieux que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle dit. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Ce sont généralement les moments qui comptent le plus. Dehors, l'air semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Je me tenais sur le trottoir, regardant la circulation traverser le centre-ville de Lyon comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était produit, et pour la première fois depuis des jours, je n'avais plus l'impression de fuir. La première semaine après que tout se soit effondré a été étrangement calme, pas paisible, juste vide d'une manière que je n'attendais pas. Plus d'appels manqués de Marc. Plus de messages frénétiques. Plus besoin de m'expliquer à des gens qui ne savaient soudainement plus quoi croire. C'était comme si une tempête était passée et avait tout réarrangé. 6 mois plus tard, j'étais toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, dirigeant toujours les fournitures de bureaux du bois. Mais l'entreprise n'était plus la même qu'avant, et moi non plus. La routine matinale est revenue lentement. Café à 6h30, email à 7h, appel avec les districts scolaires et les mairies en milieu de matinée. Un travail normal, un vrai travail, celui que je comprenais vraiment. Nous avons restructuré l'entreprise en 3 mois. Pas de façon spectaculaire. Soigneusement. Sandrine s'est occupée du côté juridique comme elle l'a toujours fait. Calme, précise, sans mouvement inutile. Gauthier s'est retiré presque immédiatement après la finalisation de l'accord. Tu n'as pas besoin de moi dans les parages, a-t-il dit un après-midi au déjeuner. Je lui ai dit qu'il avait probablement raison. Il a souri. Tu te débrouilles bien, Hélène. Mieux que bien. Je ne me sentais pas mieux que bien la plupart du temps, mais j'appréciais de l'entendre quand même. Marc n'a pas contesté publiquement le résultat. Cela m'a surprise au début. Puis Sandrine l'a expliqué. Une fois que les investisseurs perdent confiance, il n'y a plus rien à débattre, a-t-elle dit. Brigitte a disparu de la scène encore plus vite. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle par des relations communes, elle et Marc s'étaient séparés en quelques semaines, chacun rejetant la faute sur l'autre. Cette partie ne m'a pas surprise du tout. Le blâme est facile quand les choses s'effondrent. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la rapidité avec laquelle la vie a cessé de tourner autour d'eux. J'ai commencé à faire du bénévolat 1 fois par semaine dans un centre d'aide aux femmes entrepreneurs à Lyon. Rien de formel, juste des conversations, du café, aider les femmes qui essayaient de recommencer après un divorce, un licenciement ou simplement de mauvaises décisions qu'elles n'avaient pas vues venir. Un après-midi, une femme au début de la quarantaine a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps à faire confiance à la mauvaise personne. Je l'ai regardé un instant avant de répondre. Je ne pense pas que la confiance soit l'erreur, ai-je dit. Je pense que c'est d'ignorer ses instincts. Cela l'a marqué. Je pouvais le dire parce que j'avais fait la même chose encore et encore. Pas seulement avec Marc, avec des choses plus petites aussi. Des petits avertissements que j'ai choisi de ne pas voir parce que la situation générale semblait bonne. C'est ce que je pense que la trahison révèle vraiment. Pas seulement le menteur, mais les angles morts. Un soir à la fin du printemps, je suis allée en voiture jusqu'à l'ancienne propriété de mon père en dehors d'Annecy. Elle avait été vendue il y a des années, mais je passais encore devant parfois. Le terrain avait changé de main 2 fois depuis. Nouvelle maison, nouvelle clôture, une vie entièrement différente. Je me suis garée sur le bord de la route et je suis restée assise là un moment, pensant à lui, à la façon dont il avait tout construit avec soin, à quel point il croyait en la structure, en les règles, en la clarté.
Des choses que je pensais autrefois rigides. Maintenant, je les comprenais différemment. Elles étaient une protection, pas une limitation. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai répondu. Une pause à l'autre bout. Puis la voix de Marc. Plus confiante. Plus douce, juste fatiguée. Hélène, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas surprise qu'ils finissent par appeler. Les gens comme Marc appellent toujours à un moment donné. Que veux-tu? Ai-je demandé. Une autre pause. Je voulais juste dire, il s'est arrêté. Je pouvais l'entendre lutter pour trouver la bonne version de l'histoire. Finalement, il a dit, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai ri une fois, pas cruellement, juste honnêtement. Moi non plus, ai-je dit. Silence à nouveau. Puis il a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Est-ce que quelque chose était réel? J'ai réfléchi à cela un long moment. Pas la trahison, pas les mensonges, mais les premiers jours, les dîners, les voyages, les conversations sur ma terrasse le soir. Je pense que certaines parties étaient réelles, ai-je dit. Juste pas les parties sur lesquelles tu as bâti tes plans. Il n'a pas répondu. Et puis la ligne a été coupée. Je suis restée assise là un moment après ça. Pas de colère, pas de satisfaction, juste de la distance. Le genre que l'on gagne, pas celui que l'on ressent. Plus tard cette semaine-là, Sandrine et moi nous sommes revus pour le déjeuner. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Tu n'es pas la même personne qui est entrée dans mon bureau il y a 6 mois. » J'espère bien, ai-je dit. Elle a légèrement souri. C'est généralement le but. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse arrière, regardant le soleil se coucher derrière les arbres de la région. L'air était chaud. Le chien d'un voisin aboyait quelque part dans la rue. Des choses de la vie normale. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était juste un rappel de mon calendrier. Rien d'important. Je l'ai quand même supprimé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'attendais plus rien. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de conclusion, juste ma propre vie. Et c'était enfin suffisant. Si vous avez déjà reconstruit votre vie après que quelqu'un a essayé de vous la prendre, vous savez à quel point ce processus peut sembler lent au début, mais il se produit. Tranquillement, étape par étape, un jour, vous levez les yeux et réalisez que vous ne survivez plus. Vous vivez. Merci d'avoir écouté.